Bien. Donc, je termine sur les algorithmes du machine learning. On a vu l'algorithme de l'apprentissage supervisé, l'algorithme de l'apprentissage semi-supervisé. Maintenant, les algorithmes de l'apprentissage semi-supervisé, ils combinent entre les deux apprentissages, supervisé et semi-supervisé. Comment? En règle générale, une petite quantité, c'est-à-dire les apprentissages semi-supervisés, utilisent une petite quantité de données étiquetées et une grande quantité de données non étiquetées. Pourquoi? Parce que les données non étiquetées sont moins chères et plus faciles à obtenir. Et les données ou bien les informations étiquetées sont coûteuses à avoir. Donc ce type d'apprentissage, c'est-à-dire le semi-supervisé, peut être utilisé avec des méthodes comme la classification, la régression et la prédiction. L'apprentissage semi-supervisé est utile quand les coûts associés à l'étiquetage sont trop élevés pour permettre un processus d'apprentissage entièrement étiqueté. Donc il est par exemple utilisé pour identifier le visage d'une personne sur une webcam. Donc vous voyez que pourquoi on a pensé à combiner entre les deux apprentissages supervisés et non supervisés, parce qu'il y a des problèmes où l'étiquetage, c'est-à-dire il y a des données sont volumineuses et leur étiquetage devient très coûteux, surtout dans les domaines des entreprises. Donc si leur économie va être touchée sur le plan coût, donc ils vont essayer d'utiliser des données non étiquetées. Donc cette combinaison entre les données étiquetées et non étiquetées, c'est pour diminuer le coût de l'étiquetage. Donc, en général, on utilise une petite quantité des données étiquetées et une très grande quantité des données non étiquetées. Ça, c'est le principe général de l'apprentissage semi-supervisé. Maintenant, on va passer à l'apprentissage, toujours pour l'apprentissage semi-supervisé. Je cite ici, donc ce type d'apprentissage vise à intégrer des données non étiquetées et étiquetées afin de créer des modèles du monde meilleurs et plus précis. Des modèles qui sont meilleurs et plus précis, surtout dans des domaines où la précision et l'exactitude est demandée. Donc l'apprentissage semi-supervisé tente de combiner des données non étiquetées et étiquetées, ou plus généralement des ensembles de données non étiquetées dans lesquels seuls certains points de données sont des étiquettes, dans des modèles intégrés. Donc vous voyez, c'est lorsqu'on a des données volumineuses et on peut pas toutes les étiqueter, on va essayer d'étiqueter les données comment dirais-je, critiques, si je puis dire. Et les autres, on va utiliser sans étiquette pour minimiser le coût de l'étiquetage. Parce qu'il faut savoir que c'est-à-dire un bon concepteur informaticien doit toujours penser à la complexité avant d'utiliser un algorithme. Il faut avoir le souci de la complexité algorithmique. Parce que quelle que soit l'efficacité de l'algorithme, s'il a une complexité grande, donc ça va avoir un impact sur son efficacité. Donc il faut penser à utiliser des algorithmes de complexité minimale et entamer ou bien utiliser des stratégies pour minimiser la complexité. C'est ce qui fait l'apprentissage semi-supervisé. Il essaie de minimiser le coût de l'étiquetage. Bien, donc maintenant, la troisième catégorie, c'est l'apprentissage de renforcement. L'apprentissage de renforcement est souvent utilisé pour la robotique, le jeu de vidéo et la navigation. Grâce à l'apprentissage de renforcement, l'algorithme multiplie les tentatives pour tenter de découvrir quelle action apporte les plus grandes récompenses. Ce type d'apprentissage regroupe trois principaux composants. Il y a l'agent qui apprend ou prend des décisions. Il y a l'environnement, c'est c'est-à-dire tout ce avec quoi l'agent il va interagir ou bien communiquer. Et il y a les actions, c'est ce que peut faire l'agent ou bien ce que peut décider l'agent. Donc l'objectif est que l'agent choisisse les actions qui maximisent les récompenses attendues ou bien les réponses sur une période donnée. L'agent atteindra ce but plus rapidement en suivant des règles bien établies. L'objectif de l'apprentissage de renforcement est donc d'apprendre les meilleures règles. Bien. La quatrième catégorie, qui est le deep learning, ou bien l'apprentissage par profondeur. De son côté, le deep learning, ou bien l'apprentissage en profondeur, ou bien par profondeur, combine les avancées dans le domaine de la puissance informatique et les réseaux de neurones, artificiels bien sûr, qui sont spécifiques pour apprendre des patterns complexes au sein de larges quantités de données.
Les techniques du deep learning sont actuellement utilisées pour l'identification d'objets dans des images et de mots dans les sons. Par exemple ici, pour la détection des maladies cancéreuses sur des scanners ou bien des IRM. Maintenant, les chercheurs visent à présent à appliquer la reconnaissance de patterns à des tâches plus complexes comme la traduction automatique de langage, les diagnostics médicaux et d'autres problèmes sociaux ou commerciaux importants. Donc vous voyez qu'il y a un développement des approches du machine learning parce que cela envahit tous les domaines de notre vie. Parce que la machine, elle est utilisée dans tous les domaines. C'est pour de la santé, l'économie, l'industrie, même la société. Donc, le deep learning devient une nécessité. L'apprentissage en profondeur, ou bien le deep learning, est un domaine de recherche sur l'apprentissage automatique basé sur un type particulier de mécanisme d'apprentissage. Il est caractérisé par l'effort de créer un modèle d'apprentissage à plusieurs niveaux, dans lesquels les niveaux les plus profonds prennent en compte les résultats des niveaux précédents, les transformant et en faisant toujours plus d'abstraction. Donc vous voyez ici la notion de niveau en profondeur, d'où le nom du deep learning ou bien de l'apprentissage en profondeur. Cet aperçu des niveaux d'apprentissage est inspiré par la façon dont le cerveau traite l'information et apprend en réagissant au stimulus externe. Donc on a simulé le comportement des réseaux de neurones humains. C'est pour ça qu'il s'inspire ou bien il illustre le réseau de neurones artificiel, c'est-à-dire qu'il simule le comportement des réseaux de neurones humains. Donc chaque niveau d'apprentissage correspond par l'hypothèse à l'une des différentes zones qui composent le cortex cérébral. Donc vous voyez qu'il simule le comportement de la cellule qui est la neurone. On sait que la neurone, c'est la cellule qui permet le raisonnement chez l'être humain et c'est une cellule très chère et très complexe dans le comportement humain. C'est pour ça que le deep learning, c'est un domaine qui est assez délicat parce qu'il utilise cette notion de niveau qui simule le comportement de la neurone humaine. Mais ça n'empêche qu'il touche des domaines qui sont très délicats aussi et très importants dans les technologies très avancées comme la robotique, l'automatique, la santé et ainsi de suite. Donc cela termine cette récap sur les différents types d'algorithmes en machine learning. Donc on va passer à des études de cas réels pour mieux comprendre ces principes de l'algorithme. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de suivre la vidéo sur l'étiquetage ou bien c'est-à-dire l'étiquetage des données ou bien le data labeling parce que c'est un mécanisme qui est très important pour comprendre le principe des différents algorithmes. Merci et à la prochaine vidéo.